Bonjour à toutes et à tous. On commence ici le deuxième chapitre d'histoire du programme de terminale de bac professionnel Vivre en France en démocratie depuis 1945. Comment la démocratie française se modernise, se stabilise et fait face aux défis de société auxquels le pays est confronté. On va voir dans cette première vidéo que la démocratie française se reconstruit et se modernise dans les années d'après-guerre, mais s'enlise dans la gestion de la décolonisation. Dans une deuxième vidéo, nous verrons qu'à partir des années 1960, la République française se stabilise, se développe et se renouvelle pour une société en mutation. Et enfin, dans le Grand 3, nous suivrons les évolutions du pays jusqu'au début des années 2000 face aux défis de la mondialisation. Allez, c'est parti, grand 1. Une démocratie reconstruite face aux défis de l'après-guerre. Comment la démocratie française répond-elle aux défis de la reconstruction, de la modernisation et de la décolonisation? Répondons à cette problématique, mais pour cela, d'abord, un peu de contexte. On raccroche l'histoire de France après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne nazie, dirigée par Adolf Hitler, est vaincue en 1945 par les forces alliées qui regroupent les armées américaines, russes et britanniques. Vous pouvez voir sur cette photo les trois chefs d'État à la tête des forces alliées, de gauche à droite, le britannique Winston Churchill, l'américain Theodore Roosevelt et le soviétique Joseph Staline. Le territoire français est libéré, lui, dès 1944. On se souvient notamment du débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et bien sûr de la libération de Paris le 26 août 1944. C'est le général de Gaulle, à la tête du gouvernement provisoire de la République française, qui incarne la résistance française et la participation à la victoire. De Gaulle, justement, va organiser à partir de 1944 jusqu'en 1946 le retour durable de la démocratie sur les bases définies par le Conseil national de la résistance. Oui, parce qu'en fait, De Gaulle ne va pas tout décider tout seul. Il va s'appuyer sur le programme fixé par le Conseil national de la résistance. Ce Conseil national de la résistance a été créé pendant le conflit pour unifier les forces des résistances françaises face au nazisme. Parce que vous vous en doutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les résistants français n'appartenaient pas forcément au même bord. Certains étaient communistes, d'autres socialistes ou autres. Et ainsi est créé le Conseil national de la résistance avec, à sa tête à Londres, le général de Gaulle, et dans les territoires occupés français, le fameux Jean Moulin. Ce conseil, en plus d'organiser la résistance, se fixe un programme pour anticiper l'après-guerre et se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent mettre en place une fois la victoire acquise. Et c'est dans ce programme politique qu'on trouve les éléments qui vont servir de base idéologique, de modèle pour la reconstruction, à savoir une démocratie libérale et sociale. La démocratie libérale et sociale, c'est une notion à comprendre et à retenir dans ce thème, car, je le répète, c'est sur ce modèle de démocratie libérale et sociale que la France va se reconstruire après 1945. Alors voyons ça de plus près. Commençons par la démocratie libérale. Qu'est-ce que c'est ? On désigne par démocratie libérale un système de gouvernement qui protège les libertés individuelles. Alors dit de manière un peu technique, c'est l'idéologie politique qui fonctionne selon les principes du libéralisme. Une société qui place la justice de chacun et chacune à la fois comme un objectif à poursuivre, mais également comme le moyen pour vivre ensemble. Et pour protéger ces libertés individuelles, il y a 3 piliers. La défense des droits de l'homme, la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. J'explique. Dans l'ordre, le premier principe, on l'a dit, c'est la défense des droits de l'homme. Ces droits sont affirmés lors de la Révolution française de 1789. En quoi les droits de l'homme sont-ils différents des autres droits ? C'est qu'ils sont au-dessus de tous les autres droits. Ils sont au sommet, c'est supérieur, c'est en haut, on ne peut pas y toucher. En fait, ils sont même naturels, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à tout être humain dès sa naissance et personne ne peut lui retirer, même pas lui-même. On rappelle les principaux. Ils sont connus, tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit, liberté de croire en un Dieu ou de ne pas croire,
la liberté d'expression, la liberté de réunion, les droits civiques, c'est-à-dire le droit de vote, qui d'ailleurs, rappelons-le, droit de vote élargi bien tardivement aux femmes seulement en 1944, eh bien tout cela, ce sont les libertés fondamentales. Et c'est le premier principe de l'état de droit. Le deuxième principe, la primauté du droit. La loi votée par les représentants du peuple, c'est-à-dire, rappelons-le, les députés et les sénateurs, c'est eux, les représentants du peuple. Eh bien, les lois votées par les représentants du peuple fait autorité au-dessus de toute autre source de loi. Ni la loi du plus fort, ni la loi religieuse l'emportent dans un état de droit. C'est ce qui permet de vivre ensemble. C'est la loi votée par ceux qui ont été élus par le peuple qui s'impose à l'intégralité de la population. Enfin, troisième principe, la séparation des pouvoirs. De quel pouvoir parle-t-on ? Eh bien, des pouvoirs, il y en a trois. Il y a le pouvoir de faire la loi, le pouvoir de faire appliquer la loi, et le pouvoir de juger et d'arbitrer qui a tort, qui a raison, en cas de problème entre deux personnes. Donc vous les avez reconnus, ce sont les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Eh bien, dans une démocratie libérale, ces trois pouvoirs sont séparés, cloisonnés. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas cumuler. On ne peut pas être ministre et juge à la fois. Sinon, ça reviendrait à faire la loi et à être celui qui arbitre. Et évidemment, ce serait difficile d'être neutre dans ces conditions. En fait, l'idée de la séparation des pouvoirs, c'est de limiter l'arbitraire. L'arbitraire, c'est quand une décision dépend du bon plaisir, du caprice de quelqu'un. Donc, la séparation des pouvoirs permet d'empêcher les abus liés à l'exercice du pouvoir. Car s'il n'y a pas de loi clairement établie, c'est le flou juridique. On ne sait pas ce qui va se passer car on ne sait pas si on a le droit ou pas. Et c'est bien pour éviter ça que les pouvoirs sont séparés, pour donner de la clarté et de la transparence au pouvoir. Alors voilà, on vient de comprendre ce qu'on appelle une démocratie libérale. C'est la défense des droits de l'homme, la primauté du droit et la séparation des pouvoirs. Mais la France veut également être une démocratie sociale en 1944. Alors, qu'en est-il ? La démocratie sociale s'articule autour de trois valeurs, liberté, justice et solidarité. C'est un système politique dans lequel les citoyens et les citoyennes participent activement dans la vie publique, d'une part, et où l'État intervient activement dans les domaines économiques et sociaux en vue d'assurer des prestations à ses citoyens, d'autre part. Donc dit autrement, dans une démocratie sociale, chaque citoyen et citoyenne s'engage dans l'élaboration des règles qui régissent le pays. C'est leur part active, ils participent aux élections, aux référendums ou encore à la vie associative. Et en contrepartie, l'État, lui, s'engage à protéger les plus fragiles et à corriger les inégalités. Ça va dans les deux sens. Alors, en 1944, c'est surtout l'aspect protéger les plus fragiles et corriger les inégalités qui va s'imposer sous la forme de ce qu'on appelle l'État-providence. Alors justement, déplions un peu cette notion d'État-providence et voyons en quoi l'État-providence incarne concrètement la démocratie sociale. La création de la sécurité sociale en 1945 est l'exemple le plus caractéristique de la démocratie sociale. La sécurité sociale, c'est quoi ? C'est une protection supplémentaire mise en place par l'État pour protéger les citoyens dans certaines situations de fragilité. Tout le monde cotise, c'est-à-dire paye, tout le monde participe au financement de ce système de redistribution. La sécurité sociale assure ainsi à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer eux-mêmes par le travail. On pense à des situations de fragilité comme la maladie, la vieillesse, la maternité, l'invalidité ou tout simplement le décès. Financé par des cotisations à la charge des employés et des employeurs, le régime général propose un cadre juridique qui protège les citoyens et assure la dignité pour chacun. Eh bien, c'est ça l'État-providence, qui va d'ailleurs se compléter avec le temps, avec d'autres prestations sociales. On peut en retenir deux. En 1950, le salaire minimum interprofessionnel garanti, qu'on appelle le SMIG, c'est-à-dire un salaire plancher minimum, ou encore en 1956, la 3e semaine de congés payés. Alors voilà, la démocratie libérale et sociale, on vient de les définir, stabilise la France à partir de 1944 et dans les années qui suivirent.
Ce modèle de démocratie garantit les libertés des individus et leur offre un cadre de société dans lequel chacun et chacune peut s'investir et se sentir maître de son destin, protégé par un État de droit, un État-providence, un État au service de sa population. Mais encore faut-il relancer l'économie. En effet, le pays est à reconstruire et à moderniser en 1944. Outre les pertes humaines, rappelons-le, 600 000 morts, dont la moitié de civils, le territoire français est touché, frappé par d'importantes destructions matérielles. Des villes entières, d'ailleurs, ont été rasées. On pense à Caen ou encore au Havre. De nombreuses infrastructures, comme des ponts, des ports ou des aéroports, ont été détruits pendant les combats. Et puis, sans parler du traumatisme moral provoqué par la libération des camps de concentration et d'extermination. Bref, reconstruire et moderniser, d'accord, mais pour cela, il faut des sous. Et justement, les États-Unis sont d'accord pour en prêter des sous, voire même en donner une partie. C'est le plan Marshall. Le plan Marshall est un programme américain de prêt accordé aux pays européens. Les États-Unis prêtent aux pays européens des milliards de dollars pour aider à la reconstruction de leur ville et à s'équiper en machines modernes afin de relancer leur économie. Bon, évidemment, précisons que les États-Unis ne font pas cela gratuitement non plus. Le prêt d'argent est assorti à la condition que cet argent serve à acheter du matériel made in USA. Donc pour eux, ça fait tourner leur industrie. Et puis, deuxième condition, les pays qui acceptent le prêt s'engagent dans une alliance militaire avec les États-Unis appelée l'OTAN. Donc bref, vous le voyez venir, ceux qui acceptent le plan Marshall en 1947 sont du côté des États-Unis dans la guerre froide qui se dessine. En tout cas, cet argent est le bienvenu en France, car il va permettre d'améliorer la productivité des secteurs agricoles et industriels, et ainsi sortir progressivement de la période de rationnement et de pénurie qui caractérise l'après-guerre. On ressent ce pas vers la modernité à travers cette couverture d'une brochure distribuée lors de l'exposition agricole organisée par le ministère de l'Agriculture en 1948. On y voit des machines, de l'énergie, la productivité, la France se relance. Alors, est-ce que tout va bien ? Disons que cette modernisation des infrastructures n'empêche tout de même pas les inquiétudes quant au poids et à l'influence de la France dans le monde. Et c'est là qu'on parle des intérêts de la France dans la construction européenne. Puissance en déclin, relayée au rôle d'acteur secondaire dans la guerre froide entre les deux grands, les dirigeants français voient dans la construction européenne un moyen de consolider la paix, soutenir une prospérité commune, mais aussi un levier pour peser dans la guerre froide. On le voit sur cette première affiche à gauche que l'Union des pays européens est un véritable parapluie pour se protéger d'un éventuel danger venant de l'Est, c'est-à-dire ici des bombes envoyées par l'URSS. Le deuxième document montre que, économiquement, la construction européenne, ça marche. Entre 1950 et 1991, les pays membres de l'Union ont vu la richesse de leur pays augmenter et suivre la croissance américaine. Enfin, l'affiche de droite, produite par le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe en 1960, représente un personnage, les États-Unis d'Europe, qui a suffisamment de puissance pour ne pas être écrasé par les deux blocs américains et soviétiques. On comprend alors que, unis, les pays européens pèsent davantage sur la scène internationale. Au début de la construction européenne, la France s'unit avec 5 autres pays de l'Europe de l'Ouest. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg. D'abord en 1951 avec le traité CECA sur le charbon et l'acier, puis en 1957 avec le traité de Rome qui instaure un marché commun entre ces 6 pays. Cette union économique ancre progressivement la France dans le libéralisme économique. Libéralisme comme liberté. Et il y en a 4 des grandes libertés européennes, à savoir la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, c'est-à-dire l'argent, et bien sûr la libre circulation des personnes. Ces règles générales signifient que les citoyens européens peuvent vendre leurs produits, leurs services, investir et voyager librement dans tous les pays européens. Cette Union européenne soutient ses pays membres à tenir la concurrence face aux géants soviétiques, américains et puis plus tard chinois. Revenons à
à l'histoire politique. Dans le même temps que la France se modernise et participe à la construction européenne, l'empire colonial français, lui, se disloque progressivement. C'est la fin de l'empire colonial français. Quelle est la situation en 1945 ? La France dispose d'un empire colonial réparti sur 4 continents. La métropole domine les relations entretenues avec les territoires colonisés. Quelques transferts de compétences sont opérés en faveur des peuples colonisés, mais il n'en reste pas moins que la France conserve la primauté dans les domaines économiques, politiques et sociaux. Comme le pays sort affaibli de la Deuxième Guerre mondiale, la France n'imagine pas pouvoir se dispenser de son empire colonial à un moment où, au contraire, elle a besoin de ressources pour se reconstruire. D'autant que l'idéologie républicaine des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale a façonné une image positive de la colonisation auprès de l'opinion publique française, qui n'y voit alors, un peu comme sur cette affiche, qu'une offre généreuse et presque désintéressée d'aide au développement aux pays d'Afrique et d'Asie, pour enfin permettre à des civilisations enfants d'accéder à une civilisation plus moderne et donc forcément préférable. C'est la vision de l'époque. Mais la 4e et la 5e République sont confrontées aux aspirations à l'indépendance des peuples colonisés, et les gouvernements successifs y répondent de manière inégale. La majorité des colonies vont obtenir leur indépendance par la négociation. Ainsi, en 1956, au terme de négociations, la Tunisie et le Maroc obtiennent leur indépendance. L'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française accèdent également à l'indépendance de manière négociée dans les années 60. On le voit sur ces cartes, c'est la majorité de l'empire colonial français qui disparaît. Mais ce n'est pas le cas partout. D'autres territoires vivent, quant à eux, de longs conflits indépendantistes avec la métropole. En effet, certaines colonies obtiennent leur indépendance par la guerre. C'est le cas en Indochine, entre 1946 à 1954, puis en Algérie, où la guerre débute en 1954 et se prolonge jusqu'en 1962. Chaque cas est particulier et nécessite un éclairage. En Indochine, tout d'abord, le parti indépendantiste, le Viet Minh, a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale du côté des Alliés et réclame donc à la France une nouvelle répartition des pouvoirs en faveur du peuple indo-chinois. Mais la France a d'importants intérêts économiques sur place et reste ferme dans les négociations. Le conflit s'ouvre en 1946. La guerre prend une nouvelle ampleur lorsqu'elle intègre les enjeux de la guerre froide. Car en effet, les Américains viennent soutenir financièrement et matériellement la France contre le Viet Minh à partir de 1950. Pourquoi ? Parce que le Viet Minh est communiste et les États-Unis souhaitent limiter l'expansion communiste dans la région. Finalement, ce conflit se conclut en 1954 par la défaite française à Dien Bien Phu qui marque l'indépendance et la partition de l'ancienne colonie française en 3 pays, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. C'est également une guerre pour l'indépendance qui dure en Algérie de 1954 à 1962. L'Algérie est une colonie à part dans l'empire colonial français. C'est une colonie de peuplement. Il y a 1 million de Français qui y sont installés et le territoire est inscrit comme département français. Le gouvernement français, soutenu par l'opinion publique, rejette la perspective d'une indépendance négociée. En 1954, le Front de Libération Nationale, le FLN, mène une série d'attentats en Algérie. C'est ce que l'on appelle la Toussaint Rouge. En réaction à ces attentats, le gouvernement français envoie l'armée française en Algérie et ouvre une lutte contre l'indépendance. Indépendance qui est obtenue en 1962 par les accords d'Évian, souhaités par le président de la République, De Gaulle. Ces accords mettent fin aux hostilités et organisent la décolonisation du pays. Cette guerre provoque une crise politique majeure en France et emporte la 4e République en 1958. Je reparlerai en détail de cet aspect-là dans la 2e vidéo. De plus, l'issue de cette guerre d'Algérie entraîne l'émigration vers la métropole d'1 million de pieds noirs qui fuient l'ancienne colonie. Pour aller plus loin, je vous conseille plusieurs vidéos dont vous retrouverez les liens en description de ce cours. Pour commencer, si vous vous sentez en délicatesse avec le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale qui précède ce chapitre, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo proposée par le livrescolaire.fr qui résume ce conflit en moins de 3 minutes.
Mot-clé, Deuxième Guerre mondiale, livre scolaire. Je vous suggère maintenant également cette vidéo d'un prof de prépa qui fait le point sur ce qu'on appelle une démocratie et sur l'État-providence. Disons que c'est assez clair et ça va vous remettre les idées en ordre. Mot-clé, démocratie, espace prépa, ou État-providence, espace prépa. Enfin, voici une sélection de vidéos sur les indépendances qui mettent fin à l'empire colonial français. Sur l'excellente chaîne L'Histoire en 5 minutes, vous pourrez approfondir la question de la guerre d'Indochine. Et dans une vidéo plus longue, mais donc plus précise, mise en ligne par un professeur d'histoire de terminale sur sa chaîne, le laboratoire d'histoire géo, vous pourrez approfondir tout à votre aise la guerre d'Algérie. Enfin, vous trouverez sur Europe 1, expliqué par Franck Ferrand, un point sur les indépendances du Maroc et de la Tunisie. Alors, on se résume, que faut-il retenir ? Dans ce grand 1, une démocratie reconstruite face aux défis de l'après-guerre, il va falloir apprendre les éléments de ce contexte français en 1944. La France est libérée par les forces alliées de l'Allemagne nazie. Le pays a connu des pertes humaines et des destructions matérielles importantes. Ensuite, il faut comprendre que pour reconstruire la France en 1944, le général de Gaulle s'appuie sur le programme du Conseil national de la résistance, le CNR. La France sera une démocratie libérale et sociale. Vous devez donc être maintenant capable de définir ce qu'on appelle une démocratie libérale et une démocratie sociale. La démocratie libérale protège les libertés individuelles à travers 3 piliers: la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire des droits supérieurs à tous les autres, comme le droit de vote, y compris le droit de vote des femmes à partir de 1944. La primauté du droit, c'est-à-dire que la loi fait autorité au-dessus de toute autre forme de loi, notamment religieuse. Et la séparation des pouvoirs entre le législatif, exécutif et le judiciaire. Ce qui signifie que les pouvoirs de voter la loi, la mettre en application et de juger les citoyens ne peuvent être regroupés dans une même personne afin de limiter l'arbitraire. On désigne par démocratie sociale un système de société dans lequel les valeurs de liberté, justice et de solidarité s'incarnent par la participation des citoyens dans la vie publique et l'intervention de l'État dans les domaines économiques et sociaux. Cette intervention de l'État pour la protection des plus fragiles et la correction des inégalités prend le nom d'État-providence. L'État-providence, c'est la création de la sécurité sociale en 1945. Tout le monde cotise au financement d'un système de redistribution pour garantir à chacun et chacune des moyens d'existence dans tous les cas où ils seraient incapables de se les procurer par le travail. On peut citer aussi la création du salaire minimum en 1950. L'objectif de l'État-providence, c'est donc de protéger la dignité de tous. Vous devez aussi avoir compris que la France cherche à se reconstruire et à se moderniser. Et pour cela, elle souscrit au plan Marshall, une aide économique et financière accordée par les États-Unis pour aider à la reconstruction. Cela met fin à une période de rationnement et de pénurie. Cette aide américaine est accordée à condition que les pays qui l'acceptent alignent leur position économique et politique à celle du bloc américain dans le cadre de la guerre froide naissante. Cette aide permet de reconstruire les villes et les infrastructures, mais également de moderniser l'agriculture et l'industrie. Vous devez être capable d'expliquer comment et pourquoi la France impulse la construction européenne. La France s'engage, avec d'autres pays d'Europe, dans la construction de l'Union européenne pour maintenir son influence économique, politique et culturelle dans le monde. Les traités CECA de 1951 et de Rome en 1957 consacrent le libéralisme économique, c'est-à-dire la liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Vous avez également compris que les années d'après-guerre sont aussi le temps de la fin de l'empire colonial français. Face aux résistances des gouvernements français à la décolonisation, il faudra attendre la fin des années 1950 pour voir les colonies d'Afrique occidentale et équatoriale obtenir leur indépendance par la négociation. En revanche, l'Indochine et l'Algérie obtiendront leur indépendance après des guerres longues qui s'achèveront respectivement en 1954 et 1962. Du coup, vous êtes maintenant capable de répondre à la problématique du grand 1, comment la démocratie française s'est-elle reconstruite face aux défis de l'après-guerre ? Voilà, on en a terminé avec cette première partie. À suivre, une république stabilisée et renouvelée pour une société en mutation. Ce sera la deuxième vidéo de ce chapitre. Bon courage à tous et à très bientôt.